Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Sur la Bresse ce soir, je reçois Abdoul Karim Sango, enseignant de droit public à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, consultant pour diverses organisations nationales et internationales sur les questions de gouvernance. Monsieur Sango, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jérémy. Et merci de nous accorder cet entretien. Merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. En vous présentant à nos invités, j'ai beaucoup hésité. Je me suis demandé s'il fallait que j'ajoute que vous êtes un homme politique parce que depuis votre démission du parent, le Parti de la Renaissance nationale, on ne vous connaît pas, en tout cas officiellement, une affiliation à une quelconque formation politique ou parti politique. Oui, il reste évident que je reste un homme politique au sens où faire de la politique, c'est gérer la cité ou contribuer à la gestion de la cité. Il aurait été difficile, évidemment, de me présenter sous l'angle d'un homme politique partisan. Et comme vous l'avez bien indiqué, jusqu'au moment où je suis en entretien avec vous, je suis en retrait de tout engagement politique partisan. Alors, le dimanche dernier, le professeur Basile Guissou, que nous avons reçu, qui était assis à votre place ici, a expliqué que depuis 1971, ils ont défini une ligne politique et qu'ils gardaient la même conviction. Est-ce que vous, aujourd'hui, en n'étant plus dans une logique, on va dire, d'engagement partisan au sein d'une formation politique, vous êtes déjà blasé? Un tout petit peu quand même, un tout petit peu. Il est facile de remarquer que lorsque l'on envisage la politique au sens où l'Église catholique la défend, c'est-à-dire la forme suprême de la charité, au sens où Aristote l'entend, c'est-à-dire un engagement désintéressé, mais un engagement citoyen beaucoup plus actif. Lorsqu'on regarde comment la scène politique burkinabé, africaine de façon générale, est animée, on a des raisons, on a suffisamment de raisons d'être blasé, mais on n'a pas suffisamment de raisons de baisser les bras, parce que il faut changer radicalement cette façon de faire de la politique. Évidemment, c'est cette façon de faire de la politique depuis les années 60 qui fait que nos pays, en dépit des potentialités extraordinaires dont ils disposent, ils sont toujours au cœur du peloton des États dans le concert des nations en termes de progrès économique, en termes de progrès social, en termes de progrès politique tout court. Interroger le Burkinabé ordinaire dans la rue, il vous dira qu'il n'est pas fier de cette façon de faire de la politique. Alors vous, on vous a connu sur la scène politique, on va dire on vous a découvert en 2005 avec l'élection présidentielle de 2005, un scrutin pendant lequel vous avez soutenu la candidature du professeur Laurent Bado. Est-ce que, on va une décennie après, globalement, est-ce que vous avez reçu des coups que vous n'avez pas supportés? Oh, je ne dirais pas que j'ai reçu des coups directement. Mais il me semble que l'idéal de départ autour duquel nous sommes regroupés au sein de ce parti, sous le leadership du professeur Laurent Bado, dans le parcours a progressivement été un peu mis de côté, pour ne pas dire que cet idéal a été un peu trahi. Et de ce point de vue, j'ai été déçu de ce point de vue, évidemment, parce que le parti de la Renaissance nationale, comme je le définis, était un parti probablement petit dans sa capacité de couvrir l'ensemble du territoire burkinabé, mais il me semble que du point de vue doctrinal, du point de vue idéologique, c'est un parti qui est grand de par ses idées. C'est un parti qui sort, du point de vue de ses idées, des sentiers battus. Mais vous savez, en politique, une chose est d'avoir de bonnes idées, une autre chose est d'être
en mesure, de par l'organisation qu'on met en place, évidemment, de drainer le maximum de personnes autour de cet idéal. Voilà un tout petit peu, je veux dire, ce qui s'est passé dans mon parcours au sein de ce parti. Alors, vous n'êtes certes plus engagé politiquement dans une formation politique, mais il s'est dit que vous avez une proximité avec l'UPC des Zéphirin Diabré. Est-ce que c'est exact? Peut-être une proximité avec M. Zéphirin Diabré, oui, et tout comme j'ai des proximités avec d'autres acteurs politiques, sans pour autant qu'on dise que Sango est du MPP ou du CDP. Ça me fait sourire d'ailleurs. Je parle de proximité au plan purement idéologique. Non, moi, je ne suis pas un libéral. Je suis peut-être un libéral du point de vue de la défense des libertés. Mais je ne suis pas un libéral, je suis tout le contraire d'un libéral. Donc de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'il y a une proximité idéologique avec l'UPC. Mais je pense que c'est une approche que certains individus ont utilisée pour fragiliser un peu le type de rapport que j'avais avec le professeur Laurent Bado, c'est tout. On lui a fait croire que Sango, voilà, est en mission pour M. Zéphirin Diabré, oubliant, et je le répète encore sur ce plateau, que moi j'ai connu M. Zéphirin Diabré par le canal du professeur Laurent Bado. Je ne le connaissais pas de par le passé. Donc, il est clair que j'ai de très bons rapports avec lui. Il m'écoute, il me consulte. Et en tant que petit frère, j'en tire une relative fierté et j'essaie comme je peux de lui donner des conseils. Tout comme si demain le président Roch me demande de lui donner des conseils, et s'il écoute mes avis, je le ferai. Parce que je me définis d'abord comme un patriote avant de répondre d'une quelconque chapelle politique. Voilà un peu hein, pour résumer sur cette question. Moi, je ne suis pas de l'UPC. J'ai de bonnes relations avec le président de l'UPC, j'ai de bonnes relations avec peut-être un certain nombre de cadres aussi de l'UPC. Mais je répète, tout comme j'ai de très bons rapports avec bien d'autres acteurs politiques de la scène nationale. Alors, la matrice politique dans laquelle vous avez été formé, c'est celle du national-tertiarisme développé justement par le professeur Laurent Bado, qui se veut, on va dire, une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme, que d'ailleurs il renvoie dos à dos. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous reconnaissez, on va dire, dans cette idéologie, entre guillemets, si on peut l'appeler idéologie? Oui, il me semble que c'est une piste que les Africains devraient investiguer davantage. Vous savez, entre la théorie et la pratique, il peut souvent se trouver qu'il y ait un décalage. Mais le mérite avec le parent, ou pour être beaucoup plus précis, avec le professeur Laurent Bado, c'est d'avoir analysé les deux systèmes. Le capitalisme qui est pris aujourd'hui dans ses propres contradictions. Quand on voit des sociétés comme les sociétés américaines, le nombre de pauvres qu'on a dans une société où il y a des gens extrêmement riches au point où ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs ressources, il est évident qu'un système comme ça, évidemment, n'est pas pertinent de mon point de vue. Le socialisme, évidemment, on n'a pas besoin d'en parler aujourd'hui, puisque le socialisme, dans son essence première, qui était ce qu'on a vu un peu dans l'ex-Union soviétique, a disparu. La plupart de ces pays, d'une certaine façon, sont en train de s'ouvrir vers une certaine forme de capitalisme. La Chine aujourd'hui, c'est la nation où on trouve la plupart des grandes entreprises. Tout ce que nous consommons, tout ce qui est produit, d'une certaine façon, est produit en Chine, en raison de ce que, bon, c'est un système relativement totalitaire, avec une main-d'œuvre abondante, qui coûte extrêmement moins cher. Donc, je vois très peu de pays aujourd'hui qu'on peut définir comme étant des États socialistes, au sens où l'aurait envisagé Lénine ou Staline. Évidemment. Donc, à partir de ce moment, il me semble que pour l'équilibre du monde, il peut être intéressant d'investiguer autour d'une seconde théorie.
Et c'est de ce point de vue que le tertiarisme me paraissait une doctrine ou une idéologie au moins pertinente. Alors, après, il me semble aujourd'hui, moi, s'il y avait une idéologie à laquelle j'aurais adhéré, je l'appellerais le pragmatisme. Il me semble qu'il faut véritablement regarder la situation des États, les problèmes que les États ont, regarder dans les solutions qu'on trouve dans le monde, parce que le monde a suffisamment réfléchi, voir comment vous les adaptez à votre contexte. Je vous donne un exemple. Vous dites que vous êtes un libéral, par exemple. Si vous êtes élu président du Faso, vous faites quoi? Est-ce que vous allez privatiser tout le secteur de l'éducation? Est-ce que vous n'allez pas construire des écoles? Est-ce que vous n'allez pas recruter davantage de fonctionnaires chargés de la mission de l'enseignement? Est-ce que vous n'allez pas construire, par exemple, des hôpitaux? Est-ce que vous n'allez pas réaliser de grandes infrastructures? Donc ça fait que, il me semble que la limite aujourd'hui entre, évidemment, un socialiste et un libéral, il me semble que c'est une limite purement formelle. La preuve, c'est que le régime que nous avons, il se définit comme étant un régime beaucoup plus proche du socialisme. Social-démocrate. Social-démocrate. Alors, mais quand vous écoutez le Premier ministre, je l'ai écouté encore il n'y a pas 2 ou 3 jours, sur la question de l'emploi, par exemple, de la jeunesse. Alors, vous faites quoi? Est-ce que l'État est en capacité de créer des emplois? Il faut faire appel au secteur privé. Et le rôle de l'État en ce moment, c'est de mettre une réglementation qui permette à tous ceux qui sont en capacité de créer des entreprises de le faire. De sorte que, finalement, il y ait une économie qui se développe et qui permette finalement à la jeunesse, évidemment, d'avoir de l'emploi. Donc, il faut, on le voit, dans les pays où on a emprunté toutes ces théories aujourd'hui. François Hollande, on lui reproche de ne plus être de la gauche. Disons, un social-libéral. Un social-libéral. Voilà. On a un certain nombre de cadres qui sont fixés, qu'il va être difficile de bousculer. Qui que vous soyez, vous êtes élu demain, au-delà des discours populistes, par exemple, que le Front National peut tenir ici et là. Vous êtes élu en France. Vous avez le cadre de l'Union européenne qui est là, qui est un cadre fondamentalement libéral. La question, c'est de savoir comment, dans ce cadre, on préserve les intérêts des peuples. Vous prenez le Burkina, nous sommes dans la CEDEAO, nous sommes dans l'UEMOA. Toute la réglementation qui est en vigueur, elle est d'inspiration et d'essence libérale. Okay. Vous êtes un communiste, vous êtes élu ici, vous faites quoi? Vous quittez l'UEMOA, vous quittez la CEDEAO, alors votre économie, vous allez la développer comment? Donc il me semble véritablement que les Africains doivent être beaucoup plus pragmatiques dans la recherche des solutions à leurs problèmes. Alors, autre sujet, certains dans l'opinion publique voyaient en vous le successeur du professeur Laurent Gbagbo à la tête du parent. Vous étiez considéré comme son fils spirituel, à tout point de vue, même formation d'enseignant de droit, même verve, on va dire, une pointe de ressemblance au plan physique, vous voyez de quoi je parle. Et ensuite, on a assisté à l'arrivée à la tête du parent d'une dame et ensuite de M. Tahirou Barry comme président. Est-ce que, en fin de compte, vous n'avez pas quitté le parti pour une question d'ego démesuré? Non, je ne crois pas. Vous savez, le professeur, juste avant que je ne vienne ici, lui et moi, on s'est parlé. Nous gardons les relations. Pour discuter de ce qu'il fallait dire ou ne pas dire sur le plateau? Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas du genre du professeur. Je l'ai juste informé de ce que je passerai sur la TNB et que s'il a un bout de temps, il pourrait bien suivre. Donc, je n'ai pas de problème de ce point de vue. Il faut pas mélanger les choses. Il n'y a pas eu de compétition, comme on tente de le faire croire, entre Tahirou et moi. C'est un problème d'option. Je l'ai dit tout de suite, le parti a été construit autour d'une certaine vision de la société.
lorsque, dans la mise en œuvre de cette vision, l'on s'écarte de ce qu'on a arrêté au préalable, moi, je ne me retrouve plus là-dedans. Alors, pour être précis, après le professeur, il y a eu M. Omar Guigemde, il y a eu ensuite Jean Traoré, et puis il y a eu mon cher frère Tahirou Bari. Non, il n'y a aucun problème de ce type, hein. Je ne crois pas, non. Le problème, c'est qu'il y a quelques semaines, votre ancien parti, le Parent, justement, a fait la une de l'actualité avec les dissensions au sommet entre le professeur Bado et Tahirou Bari. Je crois savoir que votre nom a même été cité parmi les récriminations, en tout cas, que le professeur Bado avait contre Tahirou Bari. Quelle est votre lecture de cette affaire? Bon, je pense que ce n'est pas utile de revenir sur cet événement malheureux qui a obligé le professeur à sortir un peu de lui-même pour faire cet article un peu au vitriol contre Tahirou. Mais je dois avouer qu'en fait, qu'il a mis sur la place un certain nombre, comme il l'a dit lui-même lors de ses conférences de presse, un certain nombre de critiques qui lui ont été portées par des militants à gauche, à droite, je veux dire. Alors, aujourd'hui, ce que le professeur me dit, c'est que Tahirou et lui sont en train progressivement comme on dit là, d'éteindre cette flamme, cette bataille inutile qui ne les grandit nullement. Alors, il faut peut-être plutôt regarder dans cette direction. Je crois savoir qu'il y aura une déclaration commune, si ce n'a pas déjà été publié dans la presse, à travers laquelle Tahirou, le professeur, s'entendent pour dire que bon, il y a eu tel problème, mais nous souhaitons regarder l'avenir. Je pense qu'il faut plutôt aller dans cette démarche. Moi, je ne veux pas commenter outre mesure, surtout qu'on me soupçonne d'être derrière tout cela. Bon, vous savez, on me donne trop de grands rôles que je n'ai pas. Le professeur a sa personnalité, il a sa démarche. Tahirou a la sienne. Alors, bon, à un moment donné, ils ne se sont pas compris, ils sont en train de se comprendre. Si ça peut permettre aux parents, en réalité, de se reconstruire, et c'est ça qui est important de mon point de vue. Je le répète, c'est un parti qui a de grandes idées. Il faut plutôt travailler sur ça, reconstruire le parti, voir dans quelle mesure tous les anciens militants, qui d'une certaine façon étaient partis, y compris moi, si on a les moyens de les ramener dans la grande famille, pour reconstruire le parent des années 2000. Je pense que c'est plutôt ça qui est important aujourd'hui. On rentre de plein pied dans l'actualité de la semaine, à commencer par cette rencontre entre le Premier ministre Paul Kaba Thieba et les parents des victimes de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014 et du putsch du 16 septembre du général Gilbert Diendéré. On se rappelle la cacophonie au cimetière lors de la célébration du premier anniversaire du putsch. Est-ce que tout ça est derrière nous maintenant? Alors, je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir si tout ça est derrière nous. Mais il est regrettable qu'un événement aussi important dans l'histoire de notre pays, vous voyez, le Premier ministre, il parle beaucoup du PNDS. Je vois, il fait des tournées pour expliquer. Je lisais tout de suite, là, en préparant notre entretien, un axe qui est relatif aux questions institutionnelles et tout ça. Alors, il y a une partie où, par exemple, il dit qu'il nous faut travailler davantage. Ils disent, voilà, les rédacteurs du PNDS, qu'il nous faut travailler. L'idée, c'est qu'il faut valoriser notre identité nationale. Hein, notre identité, les valeurs qui font les Burkinabés. Il me semble que un événement comme ça doit être un temps où l'ensemble de la communauté se saoule. Vous savez, en Afrique, on a du mal à construire des nations. Parce que nous sommes des sociétés avec beaucoup d'ethnies, le réflexe ethnique, alors que la nation se construit autour d'un certain nombre de paramètres. Une langue commune, une histoire commune. Alors, ces faits d'histoire qui sont assez rares, lorsque vous en avez, il faut mieux s'organiser.
J'estime par exemple que la question de l'insurrection en général, puisque la question du putsch et tout ça, c'est une question connexe à l'insurrection. Il me semble qu'il faut se garder d'en faire une activité de type politique-politicienne. Il me semble que le gouvernement a échoué dans l'organisation de cet événement. Cet événement devrait être un moment où tous les acteurs principaux de la crise qui est passée, ils auraient dû être impliqués dans l'organisation. J'ai essayé de m'intéresser à la question de savoir, par exemple, qui était le coordonnateur du comité chargé de l'organisation de cette activité. Alors quand on m'a cité la personne, j'ai dit non. Une telle activité doit être organisée sous la supervision directe du Premier ministre. On a raté une grande occasion. Déjà les familles qui ont perdu leurs enfants, dont les enfants ont été blessés et tout ça, on les a mis sur notre dos. Mais j'estime quand même qu'il y a quelque chose d'assez grave qu'on n'a pas pu faire. Il y a quand même des gens qui ont conduit cette résistance contre le putsch. Je pense notamment aux principaux animateurs de la transition. Je pense en particulier, par exemple, à l'ancien président du CNT. On a célébré cet événement alors que c'est lui qui a conduit le peuple dans la résistance. Je n'ai vu aucune tribune où on s'est arrêté 1 minute, 2 minutes pour lui rendre un hommage. Alors, ça veut dire que, du point de vue historique, nous n'assumons pas véritablement notre histoire. Et nous ne valorisons pas, contrairement évidemment à ce qui est écrit dans le PNDS, nous ne valorisons pas ceux de nos fils qui, dans notre histoire, ont joué un grand rôle. Il me semble que toutes ces personnes auraient dû être mises autour d'une même table, y compris le président Michel Kafando, qui lui a été enlevé en ce moment-là. Ce qui a permis au président du CNT, évidemment, d'être momentanément, il s'est proclamé président de la République. Donc, et tout ça, c'est lié au fait qu'on veut faire de la politique politicienne dans cette affaire. C'est-à-dire, vous avez des groupes politiques qui veulent se tirer la couverture pour dire qu'on a joué un bien meilleur rôle plus que d'autres. Je pense que c'est une démarche malsaine. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'ose espérer qu'il y a eu une entente entre le gouvernement et les familles. Vous savez, moi qui vous parle, les militaires sont venus tirer chez moi. J'ai dû abandonner mon domicile, j'ai dû abandonner mes enfants. J'ai dormi pendant 1 semaine dans le salon d'un frère, dans un coin de Ouagadougou que je ne préciserai pas ici. Alors donc, quand aujourd'hui, on veut en faire l'affaire d'un groupe politique, je trouve que c'est malsain. Et c'est ça qui fait que les Africains, nous faisons du surplace. L'histoire se répète de façon dramatique, de façon tragique. Donc, je crois qu'il n'est pas trop tard pour le gouvernement de recadrer les choses. Que ce soit les événements liés au putsch, que ce soit l'insurrection, de mon point de vue, ça doit appartenir à l'ensemble de la communauté. Il me semble que le gouvernement doit être beaucoup plus proactif. Il appartient au gouvernement de définir un cadre avec l'ensemble des acteurs pour que nous regardions cette période de notre histoire de façon objective. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que faire pour que nous ne nous retrouvions plus dans une dynamique pareille? Or là, je pense que les gens ne l'ont pas encore suffisamment bien compris. Alors on passe à un autre sujet de l'actualité politique qui a été dominée cette semaine par les journées parlementaires du MPP, le parti au pouvoir, des journées consacrées à la problématique de l'emploi des jeunes. Alors le parti tire la sonnette d'alarme sur ce qu'il appelle la massification du chômage. Morceau choisi, nous trouverons des emplois à la jeunesse où nous la trouverons sur notre route. La jeunesse aura du travail où elle s'attroupera. Quand la jeunesse s'attroupe, elle s'insurge et quand elle s'insurge, ses dirigeants se dispersent hors du pays.
Déclaration donc de Alassane Sakandé, le président du groupe parlementaire MPP. C'est une mise en garde, on ne peut plus clair, mais au-delà de tout cela, quelle signification politique on peut donner à ces propos? Bon, il y a un aspect important de son intervention que vous avez sciemment occulté. J'ai aussi retenu qu'il a dit que le MPP était le parti qui a décidé à l'occasion d'un bureau politique national d'organiser l'insurrection. Mais de l'emploi de la jeunesse. Par la suite sur la revendication de la paternité au nord de l'insurrection par telle ou telle formation. Ok. Je pense que c'est une bonne démarche. Si on suit le groupe parlementaire MPP et le gouvernement, il me semble qu'il y a deux visions. Mon sentiment, c'est que le Parlement, avec son chef en tête, estime que le gouvernement est timide dans les réponses à apporter aux problèmes des jeunes. Il me semble aussi que ce que M. Sakandé a dit tout de suite et que vous avez cité, c'est vrai. On sait très bien que l'insurrection, contrairement à ce qu'on peut penser, ce qui a mobilisé les jeunes, ce n'est pas l'article 37, mais c'est le fait que leur situation sociale, leur situation économique laisse à désirer. Il est clair que si il n'y a pas de réponse efficace à ces problèmes, comme l'a dit, je ne sais plus encore qui, les dirigeants actuels n'auront pas la chance de s'enfuir. Je crois d'ailleurs que c'est le président de l'Assemblée nationale qui avait tenu ce propos. Le secrétaire général de la CGTB. De la CGTB. Mais je pense que le président de l'Assemblée nationale, lors de la première séance de la nouvelle Assemblée, avait tenu presque le même propos. Je me souviens, c'est d'autant plus que j'en avais fait un certain commentaire. Voilà. Donc, si ce propos peut impulser un certain dynamisme au gouvernement pour qu'il apporte beaucoup plus de réponses satisfaisantes au problème de l'emploi des jeunes, c'est une bonne chose. Sauf que, il me semble que, au-delà du discours, je ne vois pas dans le contexte actuel comment, de façon miraculeuse, le gouvernement peut apporter des réponses à la question de l'emploi des jeunes. Comme je l'ai indiqué tout de suite, au début de mon intervention, et le Premier ministre est d'accord avec ça, il n'est pas du rôle de l'État de créer de l'emploi. C'est le secteur privé. Or, vous savez très bien que le peu d'entreprises privées que nous avons même déjà est confronté à d'énormes difficultés, liées en partie à la dette intérieure. Beaucoup d'hommes d'affaires, aujourd'hui, se posent des questions. Si leur entreprise va continuer de fonctionner de façon efficace. Alors, si déjà, ce qui existe, on n'arrive pas on ne trouve pas l'argent là où il faut, évidemment, pour insuffler dans l'économie, donc permettre à ces entreprises d'être performantes, puisque ces entreprises, finalement, ce sont elles qui recrutent. Ça peut être des jeunes, mais ça peut être toute autre personne. Mais il y a le programme présidentiel qui est là, qui entend apporter un certain nombre de réponses. Il y a la conférence des bailleurs de fonds qui est prévue en décembre. Les 15 000 milliards seront-ils trouvés ou pas? Voilà. Alors, sur les 15 000 milliards, j'ai vu dans le PNDS que l'État va à la recherche de, je crois, 32% des financements restants. Il semble dit dans le PNDS que l'État devrait être en mesure, sur les ressources propres, de dégager à peu près 60% des ressources nécessaires pour cela. Mais ce qui est clair, évidemment, il y a 2 ou 3 actions que le gouvernement a menées, hein, je ne les néglige pas. La question du recrutement des 4200 enseignants oui. Qui sont formés à Koudougou, même si je reste très critique sur la façon dont c'est mis en œuvre. Par exemple,
On m'a dit que la formation était prévue pour 6 mois. On l'a écourtée à 3 mois pour des questions de ressources financières et tout ça. Mais au moins, de façon absolue, il y a 4200 personnes qui sont censées occuper un emploi. Mais pour le reste, évidemment, il faut attendre 2017. Ça veut dire que 2016, c'est perdu. Mais est-ce que l'économie est à un rythme où l'économie permet de générer de véritables ressources? Je n'en suis pas convaincu. Évidemment, j'en parle avec beaucoup de modestie, puisque moi, je ne suis pas un économiste. Mais tous les économistes qualifiés que j'écoute sur la situation économique de notre pays se posent d'énormes questions. Ce qui est en question ici, est-ce que c'est une question de gouvernance? Est-ce qu'aujourd'hui, vous reprochez, par exemple, au gouvernement Kaba-Thiéba de ne pas être à la hauteur par rapport aux défis économiques qui s'opposent au Burkina aujourd'hui? Bon, la question est assez complexe. Il y a un peu de cela. Il y a un peu de cela. Mais il me semble plus globalement que le gouvernement Paul Kaba-Thiéba souffre d'un déficit de confiance, il me semble. Il me semble que, évidemment, déficit de confiance qu'il a créé lui-même. Il me semble que les premières mesures que ce gouvernement a prises n'ont pas été des mesures susceptibles, vous voyez, de créer de la confiance. Parce que le gouvernement à lui seul ne peut pas créer cette dynamique. Le gouvernement a besoin de l'appui de l'ensemble de la société. Or, de ce point de vue, quand je regarde les Burkinabés... Vous pensez à quelles mesures de façon spécifique? Oh, je pense par exemple aux nominations un peu maladroites qui ont été opérées ça et là. Je pense par exemple au fait qu'on ait changé le directeur général de la CNSS. Alors que quelque temps après, à l'Assemblée générale des sociétés d'État, lorsque on a évalué la santé financière de cette boîte, il a été établi que la bonne dame qui y était, que je ne connais pas, avait été performante et que les comptes étaient ouverts. En fait, ce que je reproche à ce gouvernement, c'est que lorsque vous regardez comment on procède aux nominations, on retombe presque dans le même travers que nous avions sous l'Ancien Régime. Disons de façon globale, beaucoup de faits du gouvernement actuel ne rompent pas avec l'ancien système. Ce qui fait que, finalement, il y a un véritable problème de confiance en interne. Il y a aussi, puisqu'il n'y a pas de confiance en interne, il y a un problème de confiance du point de vue de l'extérieur. Regardez la justice. Regardez tout le débat sur le jugement des anciens dignitaires qui ont été soupçonnés de ceci ou de cela. On va justement en parler parce qu'il y a cette actualité politique qui est le report sine-die du congrès extraordinaire du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti majoritaire, qui était prévu cette semaine. Parmi les raisons avancées, on retiendra la répression dont le parti s'est dit victime. Le président intérimaire Achille Tapsoba parle d'insécurité, de répression pour certains de leurs camarades. Interpellé et embastillé, l'expression est de lui. Alassane Sakandé, le président du groupe parlementaire, lors des journées parlementaires du MPP, justement, a répliqué qu'on ne peut pas avoir ordonné de tirer à balles réelles sur des gens et se plaignent aujourd'hui que l'on s'acharne sur eux et de renchérir que la sorcière oublie, la maman de la victime non. Voilà pour ce qui est des petites phrases échangées entre l'opposition et la majorité sur cette question. Bon, disons entre le CDP et le MPP. Oui. Bon, pour qui connaît l'histoire en réalité de ces deux partis politiques, cet échange de propos peu courtois, inamicaux, il n'y a rien de surprenant. Sauf que autour de tout cela, il s'agit de l'avenir aussi du Burkina, qui est un sujet un peu plus sérieux. Alors, le CDP, l'ancien parti au pouvoir, il me semble que
l'option qui a été définie sous la transition et qui n'est pas encore démentie par de nouveaux textes, c'est de dire qu'ils ont commis une grave faute politique, mais nous devons les inclure dans le jeu politique. À la différence d'un certain nombre de pays où, après une insurrection, une loi est prise pour dire, pendant 5 ans, ceux qui ont été à la base de tel fait, leurs droits politiques sont, on va dire, suspendus. C'est pour ça que le CDP avait des représentants au CNT. Le CDP a été associé à tous les cadres de discussion. De mon point de vue, jusqu'à ce qu'une décision judiciaire vienne justifier que le CDP n'a pas le droit de mener de telles ou telles activités, il me semble qu'il faut les laisser librement mener leurs activités. Il faut les laisser librement s'organiser. Maintenant, si on a des faits contre eux, oui. Mais nous sommes dans un état de droit. Les procédures judiciaires qui sont engagées, notamment contre certains membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, est-ce que vous pensez que ce sont des procédures qui ne répondent pas à la légalité? Non, c'est une mise en accusation qui a été votée sous le CNT contre les anciens membres du gouvernement. C'est ça, la mise en accusation. Ce qui est un peu gênant ici, c'est le timing. C'est le fait que le CDP décide d'organiser un congrès et donc de procéder au renouvellement de ces instances, et que dans la même semaine, les ministres CDP ou les cadres CDP soient interpellés devant la justice. Moi, vous ne pouvez pas me convaincre. On peut estimer que c'est un procès d'intention que vous faites à la justice. Moi, on ne peut pas me convaincre qu'on n'est pas dans un jeu d'instrumentalisation de la justice au profit de ceux qui gouvernent. Mais en même temps, il est difficile d'en établir la preuve. Oui, évidemment. Évidemment, dans ce genre de situation, lorsque vous gouvernez comme ça, il faut habiller vos actes de telle sorte que on ne vous fasse pas des procès d'intention. Le MPP, le président Roch, a prêté serment, si je me souviens, pratiquement, ça doit être le 29 décembre 2015. 2015, c'est ça, oui. Voilà. Donc ça fait à peu près 1 an. Bientôt, les mises en accusation, on n'en a pas parlé. Et il y a la séparation des pouvoirs. C'est ce qui s'est dit. Je veux bien, mais vous savez très bien que cette séparation, je pense, moi, et là je parle en homme de droit, que dans des environnements comme les nôtres, cette séparation des pouvoirs, elle relève plus de la fiction que de la réalité. En tout cas, mon sentiment, c'est que la concomitance de la convocation du congrès du MPP et les mises en accusation du CDP me font douter effectivement du caractère indépendant de la Haute Cour de justice. N'oubliez pas que la Haute Cour de justice n'est pas une juridiction ordinaire. C'est une juridiction composée majoritairement de députés. Les juges, au sens strict du terme, sont minoritaires. Et donc, il est facile, évidemment, d'instrumentaliser une telle juridiction. Je pense que le parti au pouvoir n'a pas besoin de cela. En fait, dans l'analyse, certains estiment que les raisons du report du congrès du CDP sont à rechercher dans les risques d'implosion de l'ex-parti majoritaire à cause justement de clivage entre ceux qui veulent continuer à prendre leurs ordres à Abidjan et ceux qui estiment qu'il faut procéder à une rupture avec Blaise Compaoré. Et en jeu, bien entendu, il y a la direction du parti que, en tout cas, se querellerait, selon ces analystes, Paramanga Ernest Signoli, Achille Tapsoba et Juliette Bonkongo. Est-ce que vous accordez une foi, disons, à cette analyse-là? Bon, vous savez, le président Compaoré, on peut penser tout ce qu'on veut de lui, mais il reste une personnalité incontournable du CDP. Voilà. Et que
quel que soit celui que vous allez mettre à la tête du CDP, il va toujours se sentir moralement contraint d'aller prendre des instructions, je ne pense même pas des instructions, d'aller échanger avec le président Compaoré. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Deuxième aspect, qu'il y ait des conflits pour accéder à la tête du CDP. Quoi de plus normal? Ça ne peut pas être la raison du report de leur congrès. Du reste, celui qui fait office de président intérimaire. Le président intérimaire, je veux parler de M. Achille Tapsoba, je l'ai entendu. Il semble établir un lien entre les mises en accusation. Il semble dire, j'interprète ses propos, je peux me tromper et je souhaite me tromper. Moi, je souhaite que le parti au pouvoir ou toute autre forme d'organisation ne travaille pas à les empêcher à organiser leur congrès. Donc, je ne vois pas véritablement pour quelle raison ils ne devraient pas organiser leur congrès. Il faut les laisser organiser leur congrès. Se désigner. Il vaut mieux même d'ailleurs qu'ils organisent ce congrès, qu'ils se réorganisent. Je pense que notre démocratie va gagner dans ce jeu-là. Parce que si nous continuons de leur mettre les bâtons dans les roues, vous savez, l'histoire nous enseigne que chaque fois que vous brimez les libertés des gens, alors, ils cherchent des voies, ils cherchent à contourner la légalité. Vous allez les renforcer dans l'idée que c'est d'autres options qui ne sont pas des options constitutionnelles conformes à la loi, que c'est à cela qu'ils doivent leur survie politique. Alors, on reste en politique pour parler de la lettre ouverte des militants du MPP adressée au président de leur parti. Ces militants menacent tout simplement de démissionner s'ils sont contraints d'apporter leur soutien à Seydou Compaoré, qui est le maire de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, le maire élu, jugé et reconnu coupable dans l'affaire des fraudes au concours de la fonction publique en 2015, où il a écopé de 12 mois de prison ferme. Alors, pour les conseillers MPP qui le contestent, ces casseroles judiciaires sont incompatible avec sa fonction de maire. Bon, il faut être sérieux là. Est-ce que parmi les maires MPP, parmi bien d'autres responsables MPP de ce pays-là, est-ce qu'on peut compter le nombre de gens qui traîneraient des casseroles? On va me dire tout de suite, non, ils n'ont jamais été jugés. Mais c'est ça même qui est dangereux. Parce qu'à partir du moment où votre nom est cité dans des rapports d'institutions de contrôle de l'État, pour mauvaise gestion, pour détournement de ressources publiques, à mon avis, jusqu'à ce que la justice ait statué définitivement sur votre cas, vous devez vous garder en retrait de la République. Monsieur Seydou Compaoré, c'est Seydou Compaoré, je pense. Oui. Bien. Il a été jugé, condamné, il a purgé sa peine de prison. Je n'ai pas souvenance que le juge qui aurait pu prononcer ce qu'on appelle une peine complémentaire, c'est-à-dire le déchoir de ses droits politiques, le juge ne l'a pas fait. Autrement dit, le juge, en le condamnant à aller en prison, a estimé que ce monsieur est digne de toujours exercer des fonctions politiques. Donc au-delà de la question judiciaire, est-ce que ce n'est pas une question d'éthique qui est posée? La République exemplaire, le plus rien ne sera comme avant. Est-ce que ça peut s'accommoder avec la délégation d'autorité et de responsabilités à des personnes dont la morale est véritablement remise en question? Alors, vu sous cet angle, je peux être d'accord avec vous. Sauf que, appliquons la règle à tout le monde. Et non pas seulement à M. Seydou Compaoré. Commençons au sommet de l'État, progressivement, président, ministre, directeurs généraux de ceci ou de cela. Regardons, reprenons les rapports des institutions de contrôle des finances publiques de l'État burkinabé et regardons les noms qui sont cités là-bas, qui n'ont jamais répondu, et je le rappelle, à la différence de M. Seydou Compaoré, qui n'ont jamais été jugés
parce que nous avions un système judiciaire qui était dans leurs mains. Si vous commencez à faire une sorte de délagage de ces gens, il me semble que le personnel politique, il ne va pas rester grand monde. Évidemment, il y a un problème d'éthique et de morale à ce que ce type de personnes jouent des fonctions politiques dans l'espace public. Ça pose problème, surtout que les événements étaient très récents. Très récents. Voilà. Mais ça, c'est la gouvernance interne de son parti. C'est son parti qui doit trancher sur cette question. C'est son parti qui sait pourquoi le parti a préféré M. Sédou Compaoré. Et pourquoi les populations l'ont voté. Donc il y a un ensemble de problèmes qui doivent nous pousser à réfléchir en profondeur sur le type de société que nous voulons. Il faut que nous ayons une société où l'éthique et la morale soient des valeurs communes, partagées. Que la question de l'intégrité, là, ce ne soit pas seulement du discours, mais qu'elle soit vécue dans l'ensemble de nos institutions. C'est en cela que nos institutions vont être au service du plus grand nombre. Donc, sous ce registre, je peux être d'accord avec vous et avec ceux qui contestent. Mais du point de vue du droit, M. Sédou Compaoré n'a aucun problème. Alors, on en vient au projet de mémorial Thomas Sankara. La controverse sur le web ne s'est pas estompée. Les initiateurs du projet restent droit dans leurs bottes. Même Sankara n'a pas fait l'unanimité. Déclaration de Sam Skaledia autour d'une conférence de presse. Votre avis sur ce projet-là? Alors, je n'ai pas très bien suivi cette histoire-là. Mais ce que je peux en dire très rapidement, il y a quelques années, une loi de la République a été votée pour indiquer que Sankara fait partie de ce qu'on appelle les héros de la nation. Héros nationaux, oui. En fait, l'esprit de cette loi, c'est que un groupe d'individus ne doit pas à lui seul ne doit pas se constituer pour revendiquer l'héritage de Thomas Sankara. Autrement dit, en érigeant Thomas Sankara à juste titre au rang de héros national, on a fait de Sankara, de son héritage, quelque chose qui appartient à l'ensemble des Burkinabés. C'est pour ça d'ailleurs que les partis sankaristes, on leur a interdit de faire figurer l'effigie de Thomas Sankara sur leurs posters, sur les bulletins, etc., etc. Sauf que l'État n'aurait pas dû s'arrêter là. Si vous érigez Thomas Sankara en héros national, il me semble que la proposition des mémorials, ce devrait être une idée que l'État devrait prendre en charge. Le monument des héros nationaux a été bâti pour cela. Parce qu'aux côtés de Thomas Sankara, il y a Daniel Ouzen Koulibaly, Nazi Boni et Philippe Zena Kaboré. Bon, sauf que ce monument leur est dédié en principe. Sauf que moi, personnellement, je me réclame beaucoup de Daniel Ouzen Koulibaly. Mais je constate que dans l'histoire politique actuelle de notre pays, on parle moins de Daniel Ouzen Koulibaly que de Thomas Sankara. Même nos enfants qui à peine commencent à aller au CP1 parlent de Thomas Sankara. Alors il faut donc l'élever au rang qu'il représente réellement dans l'esprit des citoyens aujourd'hui. Donc je suis un peu embêté qu'il y ait encore sur cette question qui devrait nous unir. Parce que finalement je me suis rendu compte que même ceux qui avaient applaudi le coup d'État qui a conduit à l'assassinat de Thomas Sankara se réclament aujourd'hui de Thomas Sankara. Parce que ce qui est vrai, c'est celui-là qui finalement a permis de donner une véritable dignité à notre peuple. Il me semble donc qu'il faut que sur ces questions, l'État soit beaucoup plus proactif
Au lieu que... Parce que je constate malheureusement qu'après l'ère des partis politiques sankaristes, ça a donné ce qu'on connaît, avec des jeux de compromission au cours du parcours, on est à l'ère des associations dites Thomas Sankara. Alors, sur la controverse, il y en a qui disent justice d'abord, mémorial après. Mémorial d'abord pour pousser à la roue pour la manifestation de la vérité. C'est la quadrature des cercles dans le dossier mémorial pour Sankara, soutenu par le gouvernement, parce qu'on a vu le ministre Tahirou Barry lors de la conférence de presse. Le problème, c'est que le gouvernement est suspecté d'avoir des motivations pas nécessairement en phase avec l'exigence de lumière sur l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Alors, est-ce que la présence de Tahirou Barry, je n'ai pas bien suivi, est-ce qu'il est venu représenter le gouvernement ou c'est Tahirou Barry en tant que personne qui peut-être idéalise aussi le père de la Révolution? Je crois savoir qu'il était là au titre du gouvernement. Alors, c'est plus simple que le gouvernement fasse un communiqué en Conseil des ministres pour dire que le gouvernement burkinabé partage l'initiative de ce groupe de personnes et que, au lieu d'en faire un truc, un événement de quelques individus, on souhaite que ce soit un événement de toute la nation. Alors, sur le dossier Thomas Sankara, mon sentiment, c'est que les choses avancent du point de vue de la justice. En tout cas, les éléments que la presse met à notre disposition me permettent de dire que finalement, je crois que la justice militaire avait dit qu'avant la fin de l'année, ça devrait être jugé. Voilà. Mais je pense très bien que... Actuellement, c'est le rapport de contre-expertise qui est attendu. Voilà. Bon, voilà. Donc je pense qu'on a considérablement évolué sur ce dossier. Aujourd'hui, on sait avec presque certitude qui a tué, selon les révélations d'Ito qui ont été faites par M. Gilbert, le général Gilbert Dindéré lors de l'instruction du dossier. Donc je pense qu'on a évolué. Le seul mise en cause, plus ou moins, sur lequel on a de petits soucis, bon, il semble qu'il y a un qui est en fuite. Alors, est-ce qu'une procédure d'extradition a été lancée contre lui, le certain Yassine Kafando? Et puis, il y a le président Compaoré, dont on est sûr que les Ivoiriens ne voudraient pas le mettre à la disposition de... Donc, moi, je pense que du point de vue de la justice, il n'y a pas de controverse. Il me semble que les acteurs aujourd'hui sont tous d'accord pour dire et nous avons intérêt finalement à régler cette question. Alors, on est un peu pris par le temps. On va ouvrir une fenêtre sur l'international avec la tenue de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Roch Kaboré y a participé. Sur la réforme des Nations unies et du Conseil de sécurité, le président du FASO pose le problème en termes de réparation d'une erreur historique vis-à-vis de l'Afrique. Il a aussi plaidé pour la mise en œuvre de la force d'intervention rapide du G5 Sahel pour contrer le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Est-ce que vous pensez que ces plaidoyers-là peuvent permettre de faire bouger les lignes? Bon, je dois avouer que ce type de grande messe internationale, bon, en général, depuis une dizaine d'années, moi, ça me laisse de marbre. En réalité, les petits États comme les nôtres, il me semble que nous servons en réalité de faire valoir dans ce genre de tribunes, où véritablement, ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ce sont les questions qui sont dans leur agenda, qui sont les plus débattues. D'où, à mon avis, effectivement, la pertinence du propos du président tendant à dire qu'il est temps de réformer sérieusement le Conseil de sécurité. Mais vous savez ça, on en parle depuis au moins une quinzaine d'années. On en parle depuis une quinzaine d'années. Il me semble que les Africains devraient déjà véritablement travailler à construire l'unité du continent. Vous voyez le Burkina, on a 18 millions d'habitants. On va aller à l'Assemblée générale parler, dit-on, au même titre que la Chine qui a 1 milliard d'habitants, que les États-Unis qui ont 350 millions d'habitants, qui sont constitués de 50 États, etc., etc. Il me semble qu'il faut être beaucoup plus sérieux sur cette question.
que nous les Africains, nous regardons véritablement autour de nous, notre voix ne va jamais compter. En fait, nous servons, comme je l'ai dit tout de suite, de faire valoir dans cet espace. En revanche, il me semble que la question sur la mise en place de Du G5 Sahel, la force d'intervention rapide pour la lutte contre le terrorisme et tout ça, mais il est encore malheureux que nous soyons là encore à aller négocier tout cela au Conseil, aux Nations Unies. J'ai cru entendre que au niveau de la CEDEAO, des initiatives ont été prises dans ce sens. Au niveau de l'Union africaine, des initiatives ont été prises dans ce sens. Évaluons-les. Il s'agit de notre sécurité. Je pense que les États-Unis... pas de demander le soutien de la communauté internationale pour réaliser ces Commençons nous-mêmes déjà. Commençons déjà. Évaluons le projet. Si ça coûte 100 milliards, commençons déjà en tant qu'Africains à mettre 50 milliards. Alors, très rapidement, on va aller sur l'actualité africaine de la semaine qui a été aussi dominée par la confirmation de l'élection de Ali Bongo. Voilà. De Ali Bongo par la Cour constitutionnelle avec 50,66% des voix contre 47,24% pour Jean Ping. Dans la foulée, le président Bongo annonce qu'il va réunir les conditions d'un dialogue politique ouvert à tous ceux qui le voudront. Jean Ping, dont le recours a été rejeté par la Cour, lui dénonce un processus inique et parle de déni de démocratie. D'abord sur le contentieux électoral, est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous pensez que ce processus est intègre? Oh, vous savez, les processus électoraux intègres en Afrique, on peut les compter sur le bout du doigt. Hein. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Parce que vous ne pouvez pas construire une démocratie là où, à la base, déjà, ceux qui sont chargés de la construire ne sont pas des démocrates. De façon générale, en Afrique, les gens veulent des postes, ils ne sont pas des démocrates. La démocratie, elle n'est valable que lorsque eux, ils vont être au pouvoir. Donc, de ce point de vue, je pense effectivement que c'était un processus qui a dû très certainement été entaché de beaucoup d'irrégularités. Seulement, il me semble que Jean Ping a eu une attitude responsable en décidant de porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle dont l'indépendance est sujette à caution. Mais c'est déjà bien d'y aller. C'est déjà bien que, pour une fois, le juge constitutionnel gabonais a été obligé de répondre point par point aux arguments avancés par Jean Ping. Et pour finir, de conclure que les éléments qu'il a avancés, ce sont des éléments insuffisants. Vous savez, ce problème, ça me rappelle exactement ce qui s'est passé en 2004 aux États-Unis, dans l'État de Floride. Vous vous souvenez que George Bush et Al Gore étaient en compétition et que ce sont les résultats de l'État de Floride qui devraient être déterminants pour dire qui a gagné. Il se trouvait que l'État de Floride était gouverné par le frère de George Bush. Alors, les démocrates ont porté l'affaire devant la Cour suprême de l'État de Floride pour dire qu'il y a eu un jeu de manipulation énorme. Il y a eu un travail qui a été fait par les juges, un travail de recomptage énorme, pour aboutir finalement au fait qu'on a dit que c'est George Bush qui a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les démocrates ont mis les États-Unis en branle? La preuve, c'est que 4 ans plus tard, c'est un démocrate qui est arrivé au pouvoir. Il me semble que Jean Ping devrait, en toute responsabilité, pour ce qu'il a été dans l'histoire du Gabon, accepter la main tendue de, comment s'appelle, d'Ali Bongo. Il me semble que la communauté internationale devrait sérieusement les accompagner. Parce que j'ai regardé le cadre législatif et réglementaire
de gestion des élections, il y a beaucoup de choses à redire. Les morts en Afrique, on n'en a plus besoin. Les élections après, avec beaucoup de morts, on n'en a plus besoin. Ça ne change radicalement rien dans la vie des populations. Voilà mon point de vue sur cette affaire. D'accord. Merci, M. Sango, d'être venu sur le plateau. On s'arrête là pour ce dimanche. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Tout de suite, le journal de 20h avec Nathalie Kaoré. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain en direct sur la RTB à partir de 18h45 avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.